Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Géopolis Télévision. Vous êtes dans Géopresse, votre magazine d'analyse et d'approfondissement. Aujourd'hui, comme toujours, nous sommes heureux d'avoir un plateau diversifié, un plateau de journalistes émérites pour réfléchir sur l'actualité. Cette actualité qui reste dominée par l'élection à venir du président de l'Assemblée nationale. Trois prétendants se positionnent déjà, trois prétendants, tous du même regroupement politique de l'Union sacrée de la nation. Ils se sont mis à la disposition de la haute autorité politique du regroupement, autrement dit à la disposition du président de la République pour justement choisir le meilleur prétendant, ce qui fait notamment réagir dans l'opinion. Nous verrons ce qu'en pensent nos invités, les invités que je m'empresse de présenter. D'abord, nous sommes heureux d'avoir avec nous Dieudonné Boinali. Bonjour Dieudonné. Bonjour Patrick Ilunga, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Voilà, Dieudonné Boinali, on vous présente, mais en réalité vous n'êtes plus à présenter, vous êtes journaliste ici à Géopolis Forum, spécialisé de questions économiques. Vous êtes un habitué de Géopresse. Avec nous également Don Momat. Bonjour Don. Bonjour Patrick Ilunga, bonjour à monsieur Dieudonné Boinali et également à tous ceux qui nous suivent. Voilà, Don Momat, lui aussi un habitué de Géopresse, un journaliste ici à Géopolis Forum, spécialité de questions politiques avec nous pour compléter le casting. Alexis Tabena. Bonjour Alexis. Bonjour Patrick, et bonjour à mes co-débatteurs ainsi qu'à nos fidèles téléspectateurs. Voilà, Alexis Tabena, lui aussi spécialisé de questions scientifiques et politiques aussi, journaliste à Géopolis Forum. Monsieur, on va donc commencer avec ce débat qui fait jaser dans la classe politique, on va dire même dans l'opinion nationale. On va d'abord commencer avec vous, Don Momat. Que vous inspire cette course effrénée autour du poste du président de l'Assemblée nationale? Merci Patrick pour la question et la parole. Vous savez, dans notre pays, les postes politiques sont généralement des postes juteux, mais pas que. Ce sont aussi des postes qui vous permettent d'avoir une certaine influence, d'incarner un certain pouvoir, un pouvoir qui parfois va au-delà de prérogatives qui sont dévouées à la personne qui l'incarne. Et donc, pour autant de raisons, il s'est fait que tout le monde a envie d'avoir un poste en politique, surtout celui-là, le poste de président de l'Assemblée nationale, qui est vraiment un poste parmi le plus convoité dans notre pays. Et donc, deuxième personnalité du pays. Deuxième personnalité du pays, effectivement, car la deuxième personnalité du pays, c'est quelque chose d'honorable, c'est quelque chose qui vous met dans une situation, comme je le disais tantôt, d'influence, de confort, et j'en passe. Et donc, tout naturellement, dans ce genre de circonstances, que ce soit en RDC ou ailleurs, et donc les gens vont se précipiter ou vont vouloir tenter leur chance. Mais dans le contexte actuel, il me semble que les jeux sont déjà joués d'avance quand on regarde de près à ce qui se passe. Pourquoi je le dis ainsi? Regardez, nous sommes près de 100 millions, certaines projections font état de plus ou moins 54 millions de Congolais. Et vous avez un gouvernement de plus ou moins 54 personnes comme ministre. Et parmi ces 54 personnes, vous avez des postes qui sont des postes ministériels qui sont très enviés par rapport aux autres, comme le ministère du budget, des finances, de l'économie. Et parmi ces postes-là, vous ajoutez le poste du ministre de l'Industrie. Et un Congolais qui a la chance de s'être démarqué parmi 104 millions de Congolais, qui parvient à être ministre, et non pas ministre du développement rural, et non pas ministre du tourisme qui est presque inexistant dans notre pays, mais qui est ministre de l'Industrie, bien que on dit de l'industrie que ce n'est pas vraiment développé, mais c'est quand même un poste juteux, envié par plus d'un. Et vous voyez un ministre occupant ces postes-là démissionner quelques jours après, répandre son poste de député national sans aucun heurt,
Et quelques heures après même. quelques heures après, et après le voir aller déposer sa candidature auprès de la plateforme politique qui le gère, sachant que cette plateforme politique appartient et chapeautée par celui qu'on désigne aujourd'hui, non pas que d'autorité morale, parce que c'était un terme couramment utilisé, mais de la plus haute autorité politique des références, hein, dans un pays où l'euphémisme n'a plus de place, hein, on est toujours dans, dans le superlatif, on peut même ajouter les superlatifs propres aux Congolais. Et donc, juste par cette petite lecture, il me semble que les jeux sont déjà joués d'avance. Mais peut-être que l'on veut tout simplement nous troubler et on remet le vieux Mbosso dans la course, mais attention jusque-là. Il s'est remis lui-même. Disons, bon, ça c'est votre point de vue, hein, il s'est remis lui-même. Mon analyse est que il est remis dans la course dans le sens où il n'a pas encore déposé sa candidature officiellement auprès de leur plateforme politique selon que leur règlement le veut. Au moment où nous enregistrons justement. Oui, et donc, mais il a quand même présenté, il s'est quand même déclaré candidat. C'est un vieux loup, hein, sur le plan politique. Il a, à la surprise de tout le monde, on l'avait vu, hein, personne ne doit toucher à Janine Mabunda avec un papier qu'il brandissait à l'Assemblée nationale. Quelques jours ou mois seulement après qu'il ait brandi un tel papier, on l'a vu devenir président de l'Assemblée nationale contre toute attente. On l'a revu devenir vice-président de l'Assemblée nationale contre toute attente. Et là, on le voit s'est déclaré candidat à la présidence. Il semble créer un mystère. Et il y a le dernier Jean Baudouin Maillot. Et les derniers, pour finir avec lui, il semble créer un mystère, mais en réalité qui n'en est pas un. Et au finish, vous le dites, il y a Jean Baudouin Maillot qui vient vraiment au nom de l'UNC. L'UNC, voyez-vous, l'UNC est restée silencieuse quant à la candidature de son fils, entre autres fils, qui est Aimé Boji. Mais bon, en même temps, l'UNC ne s'est pas prononcé pour Baudouin Maillot, mais lui, Baudouin Maillot, semble vouloir vraiment parler au nom de l'UNC, se prononcer de l'UNC comme candidat, et on sent qu'il peut y avoir, ou qu'il y aura forcément, si cette situation n'est pas bien gérée, il y aura forcément, ou que ça a déjà été acté, il y a fissure au sein de l'Union sacrée, entre d'une part tous les groupes qui sont là, et l'UNC de Vital Kamerhe. Voilà, belle entrée en matière avec Domomat. On va poser les mêmes questions à Dieudonné Boinali. C'est vrai qu'on aura, je l'espère, le temps de parler des profils, hein, de ces candidats. À la fin, je crois qu'on en aura un seul candidat quand la haute autorité du regroupement politique Union Sacrée aura décidé. Mais pour l'instant, je vous pose la question de Dieudonné Boinali. Que vous inspire cette course effrénée? C'est la même question que je posais à Domomat tout à l'heure. Cette course effrénée pour le poste de président de l'Assemblée nationale. Bon, je vais d'abord rappeler que Aimé Boji, l'honorable Aimé Boji Sangara, a été député et il l'est toujours jusqu'au moment où nous parlons pendant 13 ans. Deuxièmement, après la députation nationale, il a été ministre du budget dans le gouvernement Souminois 1, puis ministre de l'industrie. Déjà, Samalukonde déjà. Dans le gouvernement Samalukonde Souminois 1. Samalukonde Souminois 1. Et puis gouvernement Souminois 2 en tant que ministre de l'industrie. Poste juste et très stratégique. Il démissionne pour postuler au poste de président de l'Assemblée nationale. Bon, ce n'est pas de sa faute. Premièrement, la faute, c'est à la souplesse de nos lois. Le législateur a voulu que un député national qui quitte l'hémicycle pour entrer au gouvernement et doit toujours garder la main sur son mandat. Un autre débat. Voilà, c'est un autre débat.
qui est soulevé dans On se dans souviendra notre que pays. à un certain moment, il n'en était pas le cas. Il n'en était Mais pas au vu le des cas. intérêts, Au vu des intérêts, on a modifié pour qu'un Voilà- député ait la voilà possibilité de pourquoi revenir. des voix s'élèvent pour demander, pour qu'on puisse réviser cette loi qui doit empêcher les retours des membres du gouvernement au sein du Parlement national qui est bicaméral. Nous avons l'Assemblée nationale et le Sénat. Du moment où vous quittez l'Assemblée nationale et le Sénat, vous entrez dans le gouvernement, vous ne devez pas y revenir. Beaucoup de gens n'ont pas compris comment ils quittent le gouvernement pour aller postuler à l'Assemblée nationale. Et si jamais ils ne réussissaient pas à se faire élire speaker de l'Assemblée nationale, voilà, vous avez la réponse, il restera député national. Maintenant, dans cette course, il y a 3 candidats, vous les avez présentés. Il y a l'honorable Mbosso, l'inamovible, l'inisable. Nous avons Jabodwe Mayo Mambeke. Lui, il est de l'INC, la particularité qu'il a. Vous avez Aimé Boji, il est aussi de l'INC. À moins que je me trompe. Parce qu'au sein de l'UNC, ce sont des secrétaires nationaux du même parti. Ouais. L'Union nationale pour la nation congolaise. L'Union pour la nation congolaise. L'Union pour la nation congolaise. Les partis chers à Vital Kamere qui n'est plus à présenter. Donc, Mamadou tout à l'heure a fait une bonne analyse en nous montrant que si l'élection ne se passe pas très bien, l'Union sacrée risque d'en sortir divisée et ça sera contre une sorte de serment d'Hippocrate qu'ils ont prêté lors de leur deuxième congrès, au cours duquel tout le monde avait manifesté son allégeance, sa loyauté envers l'autorité suprême et supérieure de la majorité au pouvoir, qui est le président Félix Tshisekedi. Nous nous demandons si la redistribution des cartes n'est pas bien faite, si le partage du gâteau n'est pas bien fait. Au lendemain du deuxième congrès de l'Union sacrée, cette élection risque d'affaiblir non seulement l'Union sacrée, la majorité au pouvoir, mais aussi les partis d'où partent les principales candidatures, c'est-à-dire Aimé Boji Sangara. Il est de l'INC, Bodwe Mayo Mambeke est de l'INC. Chacun de ces 2 candidats a un avantage par rapport à l'autre et vice-versa. J'ai dit tout à l'heure, Aimé Boji, c'est un chevronné de la politique. Ça fait plus de 13 ans qu'il est député national. Vous avez aussi Bodwe Mayo Mambeke. C'est un vieux routier aussi de notre Parlement national. Mais à la différence que l'un vient fraîchement du gouvernement, c'est Aimé Boji. Maintenant, je me demande quel sera l'arbitrage fait par Vital Kamere, l'autorité morale du parti. Déjà, au sein du parti politique... Actuellement, ils se sont remis auprès de voilà, la haute autorité, de la haute autorité. Président, Mais au niveau du parti, il y a déjà des dissensions internes. Les violons ne s'accordent pas. Pour certains, nous côtoyons certains cadres de l'INC. On les attend parler, on les écoute. Pour certains, ils disent Aimé Boji a été plusieurs fois membre du gouvernement, ministre du budget, ministre de l'industrie. Vous connaissez les politiques congolais. Ah non, lui, il a déjà trop bouffé. C'est notre tour aussi d'entrer dans la mangeoire. Pour ces groupes, ils pensent qu'il doit donner ces postes-là à un autre membre de l'INC. Pour un autre camp, toujours dans ce du même parti, Aimé Boji, c'est quelqu'un qui porte le toffe. C'est pas plutôt une question d'idéologie. C'est pas une question d'idéologie, c'est pas une question de méritocratie. Voilà, la parole c'est une question de faute-toi des lois, je m'y mets. Yo, lié trop, c'est quand même très fort. Voilà. Ce sont des réalités de nos partis politiques. Merci Dieudonné Boinali. On s'attend pas à ce que le même, lorsqu'on annonce les remaniements,
lorsqu'on annonce des élections, dans nos partis, on ne s'attend pas à ce que ce sont les mêmes qui reviennent au sein de MLC, de l'INC, de l'IDPS. Merci Dieu de Il nous faut donner aussi de la place aux autres. Voilà, merci. Belle entrée en matière, justement. La même question, on la pose à Alexis Tabena. Chacun a exposé, on va dire, a donné son point de vue sur cette course effrénée. On veut vous entendre aussi. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous voyez, Patrick, quand on parle des enjeux de l'élection d'un président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas du théâtre. C'est une question tout à fait sérieuse. Et cette question implique l'avenir de la nation. Les enjeux sur l'élection du président de la République, ça implique aussi la stabilité des institutions et de la République. Le président de l'Assemblée nationale, bien merci. Ça implique aussi la stabilité de la République, la stabilité des institutions du pays. Cette élection implique aussi les enjeux concernant la cohésion nationale et la cohésion au sein de la majorité présidentielle. Et aujourd'hui, nous avons l'union sacrée de la nation. Les enjeux pour l'élection du président de l'Assemblée nationale impliquent aussi ce que nous appelons aujourd'hui la répartition ou le partage de gâteaux, la répartition équitable du pouvoir ou des postes politiques. Cela va aussi impliquer, de l'autre côté, ce que nous qualifions aujourd'hui de genre, de l'inclusion, qui doivent être là, qui ne doivent pas être là. Les partis politiques, chaque parti veut se présenter. Chaque parti veut être toujours là pour pouvoir occuper tel poste ou tel autre, afin de pouvoir toujours avoir une mainmise sur les trésors publics. Et je vous dirais, Patrick, ce n'est pas réellement uniquement l'amour de la République ou l'intérêt supérieur du peuple qui pousse ces gens à se chevaucher, à se battre, à se disputer les postes du président de l'Assemblée nationale. Non, c'est d'abord l'amour, leur propre amour personnel. C'est d'abord leurs intérêts personnels. Nous devons le dire ainsi. Vous voyez, d'après ce que j'ai analysé dans mes analyses, il y a d'abord la stabilité de l'État. Comment cette stabilité peut venir? Vous voyez, avec la Constitution, on a donné plus la marge sur la collaboration entre les institutions, institution président de la République, institution Assemblée nationale. Et alors, si on se retrouve avec un président de l'Assemblée nationale qui n'est pas l'ami, qui n'est pas le frère, ou qui n'est pas confident, ou qui n'est pas fidèle au président de la République, il y aura un problème dans la gouvernance et dans la gestion des institutions. On fait donc tout pour que celui qui va occuper le poste de la présidence de l'Assemblée nationale soit quelqu'un qui soit fidèle au président de la République, qui soit l'ami du président. C'est une question de personne ou bien c'est une vision de la République qui doivent partager? Non, c'est la Constitution qui doit revoir cette façon de faire. Raison pour laquelle parfois je donne raison à certaines personnes, à certaines têtes pensantes qui croient que non, on peut réviser notre Constitution ou on peut changer la Constitution. Parce que toutes ces dispositions sont là-bas. Mais si la Constitution ne donnait pas toutes ces prérogatives, et alors on n'allait pas arriver là-bas. C'est pourquoi vous-même, vous allez voir, on ne peut pas mettre à l'Assemblée nationale quelqu'un qui va mettre de croc en jambe au président de la République ou à l'institution président de la République. Parce qu'on aimerait qu'il y ait quelqu'un qui va dire oui à la vision. Si, supposons par exemple... Alexis Tabena, vous avez la parole, mais je crois savoir que la Constitution donne les prérogatives à l'Assemblée nationale de contrôler justement le gouvernement. Contrôler l'exécutif. J'en arrive. Fait partie, le président ne répond pas à l'Assemblée nationale. J'en arrive. Mais le gouvernement, oui. Mais comment ils vont contrôler si par exemple vous êtes à la tête? Il y a quelqu'un qui est le fidèle de ce gouvernement-là et qui ne voudrait pas qu'on puisse convoquer un ministre pour répondre par exemple de ses défauts. Un ministre pour répondre de ses mégestions. Le président est responsable. Oui, nous ici on accuse pas le président que c'est lui responsable. On dit ici que la personne qui est là, parce que pourquoi on ne peut pas prendre, supposons Patrick, pourquoi on ne peut pas prendre quelqu'un de l'opposition qui soit président de l'Assemblée nationale? Non, parce que les choses ne marcheront pas. Les choses ne marcheront pas bien. Mais il sera voté par la majorité. Et il faut prendre toujours quelqu'un de l'opposition. Ce n'est pas une décision qui vient de l'autre côté. Non, mais c'est une question d'idéologie parce que il y a le pouvoir a besoin de lois pour appliquer sa politique. Oui, maintenant de l'autre côté, il y a la question de la répartition de postes. Vous voyez, dans l'Union sacrée, nous avons tant de partis politiques et chaque parti veut briguer cette présidence. Raison pour laquelle, comme mes co-débatteurs ont déjà dit, il y a cette fissure, il y a cette, je peux dire, cette querelle au sein de l'Union sacrée, parce que chaque parti de l'Union sacrée, l'IDPS
voudrait peut-être avoir le poste, l'INC voudrait avoir ce poste, l'AFC et ainsi de suite voudrait avoir ce poste, et tout ça, ça ne marchera pas. Il faut parler de l'AFDC, pas AFC. L'AFDC, voilà. Je vais jeter en disant aussi que, très vite, parce que vous voyez, il y a aussi le problème du régionalisme qui règne aussi même dans la nomination, dans le vote du bureau de l'Assemblée nationale, pas seulement du président de l'Assemblée nationale. Le bureau des gens en soi, il faut déjà tenir compte aussi du régionalisme. Si par exemple déjà quelqu'un de l'Est est président, il faudrait déjà que quelqu'un de l'Ouest ou du Centre soit vice-président, et le questeur doit être quelqu'un justement d'ici, etc. Tout ça, ça entre en jeu. Ça fait partie des enjeux de l'élection d'un président de l'Assemblée nationale. Voilà, le débat va continuer. Dieudonné Wanali, prenez votre mal en patience. Vous allez avoir la parole tout à l'heure. Alors, dans mon mat, on connaissait l'Assemblée nationale. En tout cas, il a eu la réputation d'être le temple de la démocratie. Mais depuis quelques 5 ans, ça a été aussi le lieu de grands tumultes. On va peut-être rappeler l'épisode Mabunda, Mbosso, la primaire entre Kaméré et les autres, la démission de Kaméré. Voilà maintenant l'élection avec toute cette bousculade qu'on connaît à l'Union sacrée. Est-ce que ce bouleversement-là, ces tumultes, même ces tumultes qu'on peut qualifier aujourd'hui des tumultes, l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale, est-il annonciateur de nouveaux peut-être bouleversements politiques dans la classe politique congolaise? Alors, c'est une très bonne question. Il faut dire que la vie d'un pays, ces mesures également, on peut savoir à quel niveau nous en sommes en observant les institutions qui incarnent ce pays. Et donc, au vu de ce que vous venez de relever déjà depuis 5 ans, ça remonte même un peu plus loin, il y a une certaine instabilité au niveau de l'institution Assemblée nationale qui fait partie du Parlement. On peut se dire ou en déduire que finalement il y a une certaine instabilité politique qu'il nous faut admettre dans ce pays, parce que les choses ne sont pas stables. Et puisqu'il y a instabilité, c'est-à-dire que les choses bougent, changent tout le temps. Et si on entre dans cette logique-là, et bien entendu, on peut justement arriver à ce qu'il y ait bouleversement, puisque, regardez, souvent dans les contextes politiques, chaque personnalité incarnant une haute fonction, comme celle de président de l'Assemblée nationale, il vient avec une mission donnée. Rappelez-vous, par exemple, Kengo Adondo, comme président de l'Assemblée, comme président plutôt du Sénat, peut-être qu'il ne s'était pas rendu compte sur le moment, mais bien après, même l'histoire le dira, avait eu pour mission de ne pas permettre à ce que les articles fâcheux de la Constitution qui pouvaient amener ces pays à sombrer dans le chaos ne puissent pas passer. Rappelez-vous de l'attente, c'était en direct. Tout le Congo suivait la retransmission en direct de la plénière du Sénat et Kengo a dit « Niet, ça ne passe pas ». On met une croix là-dessus et les gens ont jubilé dans cette... Et quand vous rentrez un peu plus loin, vous prenez quelqu'un comme Mbosso. En tout cas, c'était pour marquer cette cassure, une cassure avec un passé immédiat, mais sans qu'elle ne soit brutale. C'est ce que voulait incarner cette Assemblée nationale, qui venait de changer de majorité. Et donc, il fallait une personnalité qui incarne cette cassure, ces changements de majorité, tout en représentant une certaine continuité. Et donc, lorsque vous regardez de près, on peut aller ailleurs. Voyez-vous, un président comme François Hollande, certains auraient dit qu'il était venu là tout simplement pour faire passer la loi sur le mariage homosexuel, le mariage pour tous, sauf pour lui-même. Et donc, lorsque vous regardez les présidents américains, on vous dirait que Eisenhower a été là pour amener les États-Unis à cette victoire par rapport à la guerre mondiale,
Donc, en fait, chaque personnalité incarnant une fonction, une très grande fonction, a toujours eu une mission. Mais bien sûr, c'est là même dans des petites sociétés, dans nos entreprises, à chaque fois que vous avez un contrat, vous devez toujours incarner une mission. Et tout naturellement, on doit se poser la question aujourd'hui, quelle sera ou quelle est la mission du nouveau président de l'Assemblée nationale? Et il serait vraiment un peu hasardeux de se lancer à répondre à cette question, mais certainement, il incarne une mission. Est-ce, comme certains le disent, de vouloir aider le président à changer la Constitution? C'est une question. Est-ce pour aider le pays ou le président à incarner une certaine stabilité dans un contexte d'instabilité parce que nous sommes attaqués à l'Est et qu'il y a un problème de dialogue qui se pose? Est-ce peut-être pour qu'il y ait assurer une certaine stabilité dans le cas présidentiel? C'est l'avenir qui répondra correctement à cette question. Voilà, au risque de se perdre dans les conjectures, comme on dit. Alors, la même question, je l'adresse... c'est une question qui semble un peu une patate chaude, hein, mais je l'adresse à Dieudonné Wanali également, l'Assemblée nationale, temple de démocratie, mais qui est devenu source, on va dire, lieu de grand tumulte. Est-ce que le combat, on va dire ça comme ça, entre guillemets, le combat entre Mbosso, Boji ou Baudouin Mayo est-il annonciateur de grands bouleversements dans cet hémicycle? Bon, disons d'abord que Aimé Boji Sangara, candidat de la majorité au pouvoir, au poste du speaker de l'Assemblée nationale, est déjà acté. Non, on va peut-être attendre la décision de la haute autorité. Jusque-là, c'est la seule candidature. C'est la seule candidature. Non, il y a Jean Baudouin qui a déposé aussi. Il y a Mbosso qui s'est annoncé aussi. Reste à savoir si les autres candidatures annoncées vont recevoir la bénédiction du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est l'autorité suprême de cette majorité. Si ces autres candidatures vont bénéficier de la bénédiction, par exemple pour Jean Baudouin Mayo Mambeke et de l'Union sacrée, et aussi pour le vieux routier Mbosso et pour de l'Union sacrée de la nation. Mais au-delà de la loyauté exigée, de la compétence, de la méritocratie, de l'expérience exigée au futur président de l'Assemblée nationale, moi je pense qu'il y a quelques enjeux et détails. Il y a par exemple, je vous ai suivi, vous avez dit l'Assemblée nationale, hier, temple de la démocratie. Mais moi j'ajoute aujourd'hui, temple du désordre. Les désordres qui se passent aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est la configuration de la réalité que nous vivons dans les différentes assemblées provinciales que nous avons aussi dans les pays. Elles sont au nombre de 26. Je pense depuis l'instauration du processus démocratique, le premier cycle électoral de 2006 jusqu'au dernier de décembre 2018, s'il y a une institution qui 2023. Est restée stable, de 2023, s'il y a une institution qui est restée stable, c'est le Sénat. L'Assemblée nationale, c'est toujours des changements des bureaux, des membres du bureau, nos assemblées provinciales. C'est toujours l'instabilité, des émotions, il faut faire partir les présidents, on doit voter un nouveau président à l'Assemblée provinciale. Ainsi va la vie politique en République démocratique du Congo. Et pourtant, l'Assemblée nationale, c'est le cadre constitutionnel où on investit. On vient pour déposer les programmes de gouvernement, pour être voté, on vient pour être investi, le Premier ministre et toute son équipe. Nous avons intérêt, en 30 secondes, je vous relance. À stabiliser l'Assemblée nationale. Je vous relance, je vais vous prier de répondre en 30 secondes. La page Vital Kamerhe est tournée en tant que président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui viendra après. Est-ce que c'est quelqu'un qui va incarner une mission peut-être d'un grand bouleversement? Oui, c'est une bonne question.
Aimé Boji sera investi d'une mission. Déjà, il y aura un mot qui lui sera adressé par les présidents de la République. Juste après son élection, si sa candidature sera actée et s'il aura la chance d'être élu, je pense, avant l'entrée en fonction, il sera reçu par le président de la République, Félix Tshisekedi, pour recevoir des orientations. Hein? Comme on le dit bien dans notre microcosme politique, des orientations nettes et précises. Ouais. Très vite. Il a des défis à relever. Par exemple, il doit travailler pour le retour au calme à l'hémicycle. Vous êtes sans ignorer que l'Assemblée nationale vit un mouvement de grève où des bureaux ont été saccagés, des dossiers ont été entassés par-ci, par-là, jetés par terre. Il y a le personnel du secrétariat général à l'Assemblée nationale qui réclame l'amélioration des conditions de vie et de travail au même titre que les députés. C'est l'administration de notre Assemblée nationale. Elle doit quand même travailler dans les conditions les meilleures pour rendre les meilleures d'elle-même. Voilà. Deuxièmement, il y a le vote du budget national pour l'exercice 2026. Le projet du budget a été déposé à l'Assemblée nationale. Ça doit être voté, donner des moyens à l'exécutif national. Il y a aussi l'augmentation de la production législative à l'Assemblée nationale qui reste faible. Hein? Jusque-là, il y a des lois, des projets de loi, des propositions de loi qui sommeillent dans les tiroirs du bureau. Il faut les faire sortir, les voter et doter le pays des lois indispensables pour son fonctionnement. Voilà, merci beaucoup de nous faire gagner du temps. La même question à Alexis Tabena. Vital Kamerhe ne sera plus président de l'Assemblée nationale. Il a déjà démissionné. La page est tournée. Maintenant, est-ce que c'est lui qui vient après ? Est-ce que, à votre sens, selon vous, à votre avis, il est porteur d'un grand bouleversement qui s'annonce ? Quel bouleversement qui s'annonce, Patrick ? Si ce n'est pas que les désordres qui vont continuer à s'accentuer, si ce ne sera pas que la mégestion, si ce ne sera pas que la corruption qui va évoluer. Vous pouvez d'abord vous poser la question de savoir pourquoi on a exigé à Vital Kamerhe de démissionner. Pourquoi on l'a poussé à la porte avant de parler des changements qui vont arriver. Rectificatif, il y avait vous avez la parole. Rectificatif, on ne l'a pas poussé. Hein, on va rester non, mais on l'a poussé à la porte parce qu'il ne rêvait pas de quitter son poste du président de l'Assemblée nationale. Il a démissionné pour des raisons qui lui sont. Il a démissionné parce qu'il y avait une pétition contre lui. Voilà, cette pétition, pourquoi c'était maintenant là. Voilà, je n'y reviens pas, mais je dois vous dire tout simplement, quand on perd des visions, on perd aussi des directions. Et dans Ecclésiaste, on dit... Parlons politique. Il n'y a pas... Oui, c'est ça la politique. Nous y entrons parce que la Bible aussi, c'est de la politique et c'est un livre aussi politique. On vous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, sera. Et c'est ce qui est et c'est ce qui sera éternellement. Donc tout ce que nous vivons aujourd'hui dans ce pays-ci, avec nos députés, avec nos élus, avec nos honorables, nous continuerons à les vivre. Parce qu'on dirait que c'est une succession, un héritage en héritage, une succession en succession. Est-ce que vous pouvez vous poser la question, Patrick, depuis que nos élus sont là à l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils débattent réellement des questions réelles qui concernent le peuple et l'avenir de ce pays? Oui, il faut tout simplement des débats qui tournent autour de leurs intérêts et autour de la vision, par exemple, de X ou de Y. Parce que là, on parle plus de la fidélité à l'autorité morale, de la fidélité à telle personnalité. Mais est-ce qu'on parle du patriotisme, on parle de la patrie, on parle réellement des intérêts du peuple? Je n'ai pas vraiment assez vu autant de fois. Oui, peut-être il y a quelques rares exceptions qui ne manquent pas. Des députés qui se soulèvent et qui passent à l'hémicycle pour dire voilà, non, pourquoi les militaires sont payés comme ça? Nous voudrions d'abord, comme c'est nous qui votons le budget, que les militaires on commence à les payer comme ça. Pourquoi les enseignants sont payés comme ça? Nous voudrions cette fois-ci que les enseignants commencent à les payer comme ça. Jamais ils ne tiennent ce débat. Au contraire, je salue d'ailleurs le patriotisme du président de la République qui a lui-même décidé de doubler la prime, les salaires, si on peut dire ainsi, de militaires et de policiers. Or, les députés étaient là. Ont-ils tenu déjà ces débats pendant que nos militaires meurent sur le front, affamés, sans tenue, sans munitions? Avez-vous déjà vu des débats de ce genre? La reprogrammation de l'armée visée, quoi? Rien du tout. Par exemple. Donc, si vous voyez un député national réellement digne de son nom, comme nous le souhaitons, comme nous les demandons de les devenir,
ils doivent d'abord se battre pour l'intérêt supérieur de la nation et d'abandonner d'abord leurs querelles inutiles là-bas. Parce que querelles, ça ne nous amène à rien. Vous voyez que ce pays tourne en rond, pourquoi? Ça tourne en rond parce qu'on ne prend pas de décisions tout à fait dynamiques, des décisions fermes pour l'intérêt supérieur de la nation. On prend tout simplement des initiatives, voire même des lois qu'on vote. Ce sont des lois qui tournent autour tout simplement de la protection du pouvoir, de la gestion de la chose, de la Rex Publica, pour l'intérêt des X et des Y. Mais les autres restent toujours là-bas. Moi et vous, nous sommes nés dans ces pays, nous avons étudié dans ces pays, nous grandissons dans ces pays, mais qu'est-ce qui a changé? On continue à souffrir. Mais nous avons des élites. Mais qu'est-ce qu'ils disent sur nous? Rien du tout. Voilà, c'est un débat. D'ailleurs, avant de terminer, Nani, Patrick, je voudrais voir, M. Nani Bouanali avait soulevé quelque chose sur les émoluments ici. Ils viennent de voter encore et encore, toujours pour qu'on puisse augmenter leurs salaires, leurs émoluments ou quoi. Mais ils oublient qu'à côté d'eux, il y a des administratifs qui travaillent, qui sont les compatriotes, pour qui ils sont les honorables. Mais ils oublient de les classer pour qu'on les paye aussi. Quand est-ce qu'ils parleront des enseignants? Quand est-ce qu'ils parleront des militaires? Quand est-ce qu'ils parleront des administratifs? Merci, voilà. Alexis Tabena. Le débat est dynamique. Chers téléspectateurs, bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Géopresse et le débat, c'est affiché au bas de vos écrans, c'est l'Assemblée nationale et l'Union sacrée qui va présenter son candidat, mais actuellement, avant la décision de la haute autorité de l'Union sacrée, il y a des candidats qui vont en ordre dispersé, mais ils appartiennent au même regroupement. Donc, dans maths, jetez-vous à l'eau, c'est une question qui va vous secouer un peu. Profil idéal entre Boji, Mbosso et Baudouin Mayo. Alors, profil idéal, ça dépend pas forcément de moi, déjà. Tout à l'heure. De vous en tant qu'observateur. Tout à l'heure ici, quelqu'un a donné le profil idéal. Il faut être idéalement ou politiquement proche, idéologiquement, allais-je dire, proche du président. Hein. Dans le langage qu'ils ont, on parlerait même de petit moukonfia. Parce qu'il faut qu'il y ait cette amitié. Pas une amitié, mais il faut qu'il y ait cette harmonie entre institutions. Une certaine complicité entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la République. Bon, il faut que... ça, c'est... on le dirait comme ça. Mais un président de l'Assemblée nationale, c'est quelqu'un qui doit d'abord incarner une certaine liberté d'esprit. Puisque on dit de l'Assemblée nationale que c'est l'endroit où on doit où le débat pour les débats qui fait parfois mal ou qui peut faire du bien doit se dérouler tout le temps et en tout moment, et pour cela il faut d'abord que celui qui incarne cette institution là ait un esprit assez ouvert, qu'il soit assez démocratique lui-même, hein, déjà, que ce soit un homme avec une personnalité forte. Or, généralement, dans notre pays, c'est difficile de faire cohabiter les personnalités qui sont fortes. Il faut une personnalité forte, quelqu'un qui est écouté, qui est respecté par d'autres députés. On a des gens qui ont incarné cette institution-là et qui étaient respectés par leurs collègues, de par leur aura, de par leur force de caractère, de par leurs idées, puisque lorsqu'on est président de l'Assemblée nationale, on doit aussi faire preuve d'une capacité intellectuelle assez élevée. Regardez tous les débats qu'il y a là. Il faut gérer les émotions, il faut gérer parfois les débats qui vont parfois même faire mal au régime que vous voulez incarner. Et donc, il faut en savoir prendre tout cela, accepter il faut quelqu'un d'une capacité intellectuelle assez élevée, d'assez démocratique, qui a une personnalité assez forte et qui sait d'abord lui-même respecter les opinions des autres. Et donc, ce sont des critères parmi 10 000 pris comme ça au hasard. Et bien sûr, il en existerait d'autres. Parce que c'est aussi quelqu'un, finalement, parce que c'est un député national avant tout. Et donc, c'est quelqu'un qui doit incarner les aspirations de la population. Tout à l'heure, mon frère, même si on ne peut pas
tout le temps toujours frapper sur nos députés. On reconnaît que ce qui se passe dans notre pays n'est pas l'idéal. Ce qu'incarne notre Assemblée nationale n'est pas l'idéal. On aurait bien voulu que nos députés, que nous puissions ressentir au fait l'impact de débat. C'est là que je vais un peu dans le sens contraire que lui. On doit ressentir l'impact des débats qu'il y a au Parlement sur la vie de la population. Parce que vous n'allez pas me dire que dans notre pays, les députés passent leur temps tout simplement à parler de leurs émoluments. C'est faux et archi faux. Parce qu'aujourd'hui, on a par exemple la loi sur la programmation de l'armée. Mais cette loi veut quoi? Cette loi veut moderniser l'armée. Si on veut moderniser l'armée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des moyens. Les moyens, ce n'est pas seulement en termes d'achat des matériels, mais c'est aussi en termes de rémunération, de solde des militaires. Une loi comme ça passe par les parlements. Ce sont les députés qui en débattent. Il y a également une loi comme ça qui est, je crois, en processus concernant la police nationale. Ça concerne qui? Ça concerne la population. Les budgets qui est voté, les budgets passent par les parlements. Ça concerne qui? Ça concerne la population. Bien sûr, on aurait voulu que ce soit plus, on aurait voulu que cela ait beaucoup plus d'impact. Ce qui n'est pas encore le cas, reconnaissons-le, mais dire qu'il n'y a rien de tout ça qui s'est fait au niveau du Parlement, c'est faux. Et donc, pour revenir à la question, un président de l'Assemblée nationale, qui est avant tout et qui restera après tout un député, doit être la personnalité qui incarne le mieux les aspirations de la population pour savoir le porter haut. C'est lui qui doit parfois pousser les députés à dire, tiens, au ministère de l'économie, il y a eu budget, économie, finance, c'est vrai qu'il y a eu baisse du dollar, plutôt que d'attendre le président de la République, il y a eu baisse du dollar, le franc congolais s'est apprécié, mais appelez le gouverneur de la Banque centrale, appelez le ministre des tutelles, qu'il vienne nous expliquer pourquoi un carton prenons un sac de riz qu'on a acheté à $25 au taux de 28 000, on l'achète aujourd'hui à 27 dollars au point de 21 000. Il doit venir nous expliquer. Et donc, si on a un président national qui est comme c'est comme ça que j'ai parlé d'une personnalité forte, d'une personne qui sait prendre les devants. Et donc, si on a quelqu'un de comme ça serait l'idéal. Mais comme on le dit souvent, pour trouver une personnalité aussi accomplie, c'est jamais chose facile. Voilà, du choc des idées jaillit la lumière, dit-on. Alors la question, je la pose aussi à Dieudonné Boinali, entre Mbosso, Boji et Baudouin Mayo, c'est vrai que, encore une fois, je le rappelle, la décision, le choix final sera fait au niveau du regroupement politique Union Sacrée. Mais vous, en tant que journaliste, quand vous regardez, quelle est la personnalité ou bien le député qui incarne, on va dire, le profil idéal pour être speaker de l'Assemblée nationale parmi les trois? Bon, déjà, je n'ai rien contre Mbosso. Il est très aimé, très adulé au sein de la majorité au pouvoir. Beaucoup de députés nationaux l'apprécient parce que quand il fut président du bureau provisoire, même dans le cadre privé, même ses travailleurs, tout le monde l'apprécie, qu'il est social, il s'occupe des conditions de travail et de vie du personnel qui est placé chaque fois sous sa gestion. Mais il faut voir aussi l'âge. Il a beaucoup servi à la nation. Compte tenu des enjeux actuels et futurs autour de l'Assemblée nationale, compte tenu des enjeux actuels et futurs du pays, n'oubliez pas que nous sommes en guerre. Le président de la République a besoin non seulement des hommes loyaux, des vertébrés et expérimentés, mais le président a besoin aussi des qui sont dynamiques, voulais-je dire, du sang neuf, d'idées pour qu'il puisse bien terminer son mandat. Il a accédé à la magistrature suprême. Les pays étaient réunifiés, les pays étaient en paix. Et si jamais il doit laisser le fauteuil présidentiel, il doit laisser aussi le pays dans les conditions qu'il a trouvées. Moi, je pense, et pour y arriver,
Le président a besoin aussi de la jeunesse. Le président a besoin de la dynamique. Si on me demandait si j'étais député de choisir entre Mbosso et Boji, partant de mon analyse, vous voyez bien que je porterai mon choix sur Aimé Boji. Parce que il faut réhabiliter les rôles de l'Assemblée nationale au sein de la nation. Il faut que l'hémicycle Palais du peuple redevienne ce temple de la démocratie, du débat parlementaire. Nous voulons voir la production législative augmenter. On ne veut pas avoir une Assemblée nationale qui fait toute une session. Vous nous produisez 2-3 lois. Le reste du temps, vous le passez dans les motions alimentaires. On dit de la RDC que c'est l'un des pays avec des plus belles lois. Mais le problème se pose au niveau de l'applicabilité de ces lois-là. Donc, il ne faut pas, c'est comme ça que j'ai dit, il faut être un peu... les plus belles lois, vous parlez de la qualité de la production législative. Moi, je suis dans la quantité. La quantité est faible. La qualité est là. C'est comme vous préparez... Là, par rapport vous préparez une bonne nourriture pour tes enfants. Mais quand ils la mangent, les enfants ne se rassasient pas. On légifère quand le besoin se fait sentir. On légifère Voilà, pas non, il y a des lois. La loi, par exemple, sur la dépénalisation des délits de presse, elle est là au Parlement. La loi qui nous concerne, nous, les professionnels des médias, ça fait plus de 2 ans, je peux dire des années, qu'on ne la vote pas. Je vais vous donner encore d'autres lois qui sommeillent dans les tiroirs de l'Assemblée nationale. Il faut les faire sortir et les voter. Vous parlez de la loi sur le droit à l'information. Voilà, et puis il y a la loi sur l'accès aux sources d'information. Voilà. Et les lois. Très bien. Je peux quitter le secteur de la communication et des médias. J'entre dans le secteur de l'économie. Il y a plusieurs lois qui doivent être révisées. Les codes des investissements. Ça doit être révisé. Alors, Dieudonné Wanali, on a compris, vous n'êtes pas député, vous êtes journaliste, vous avez fait votre lecture et votre profil idéal, selon vous. Alors, la même question, je la pose aussi à Alexis Tabena. Entre le 3, c'est vrai que je rappelle toujours, peut-être que ce sera un seul qui sera candidat, mais entre le 3 qui se positionne déjà, qui voyez-vous comme portant le profil idéal? Je ne serai pas juge pour cela, parce que personnellement, je ne connais pas les 3 personnalités en personne, donc je ne les ai pas encore fréquentées, en ce qui concerne d'abord le tempérament, mentalité ou quoi. Mais ce que je peux dire à ce sujet, c'est que nous, le peuple, nous, la population, nous souhaiterions avoir à la tête de l'Assemblée nationale une personnalité qui incarne la vision et les attentes du peuple. Pas la vision et les attentes de l'Union sacrée pour la nation. Parce que la vision et les attentes de l'Union sacrée pour la nation, ce n'est pas ça les attentes du peuple. Ce n'est pas ça la vision du peuple. Parce que si ça en était ainsi, les 7 ans que nous avons déjà fait, on pouvait déjà voir le Congo changer et décoller. Donc nous avons besoin d'un président qui va plus être à l'écoute de ce que le peuple attend, de ce que le peuple veut, que de ce que l'autorité morale attend ou exige. Okay. Vous voyez, Patrick? Parce que nous avons l'habitude ici de ne voir que de présidents des assemblées qui ne parlent que de ce que l'autorité morale exige et dit, de ce que son mouvement politique veut. Mais il n'y en a pas quelqu'un qui réellement, le peuple veut ceci, moi je vais faire cela. Le peuple attend ceci, c'est ce que moi je fais. Donc comme a dit, pour la première fois, je suis d'accord avec Don Mamad. Pour la première fois pour la première fois, oui. Qui a dit que non. En réalité, vous voyez, il a dit en réalité que non. Il faut quand même que ces gens-là puissent s'opposer à un certain moment, à certaines visions, à certaines décisions qui ne vont pas de pair avec les intérêts supérieurs de la République. Et donc, vous allez voir, un président de l'Assemblée nationale doit être quelqu'un qui va commencer à s'opposer à certaines décisions des caciques de l'Union sacrée. Vous savez, si FCC n'a pas continué à faire de l'ampleur, n'a pas continué à évoluer, c'est parce qu'il y a eu autant de injonctions. Alexis Tabena, en même temps, on est en démocratie, donc la loi de la majorité, le président de l'Assemblée nationale ne va pas se substituer aux 500 députés. Mais qui est député là et les 100 millions d'habitants que nous sommes? Qui est majorité?
Parce que c'est nous qui les avons élus, qu'ils les soient là-bas. 500 députés représentent les 100 millions, justement. Oui, mais lorsqu'ils n'incarnent pas notre vision, ils ne nous représentent plus. Il faut qu'ils incarnent notre vision et qu'ils puissent... Voilà, je reviens encore, on a soulevé quelque chose de très important ici. On a dit, non, ils votent les lois. Oui, c'est vrai, bon, vous pouvez voter les lois. Mais ces lois, si elles ne sont pas appliquées, ça nous sert à quoi? C'est dans les tiroirs. C'est comme vous pouvez avoir un diplôme de licence, de graduat, de quoi, mais après vous n'avez ni travail ni quoi, ça reste dans les tiroirs. C'est la responsabilité du licence gouvernement, ce ouais. n'est pas au Parlement. Non, là aussi il faut savoir une chose. Pourquoi la responsabilité du Parlement aussi s'y implique? Qui vote le budget? Ce n'est pas le Parlement. Quand on amène le budget à la table de parlementaires, on sait que non, voilà, nous, les parlementaires, nous avons voté telle loi pour les militaires ou pour les enseignants. Mais dans les budgets ici, nous voyons, il n'y a pas le montant alloué pour appliquer ces lois que nous avons votées. Mais ils ne discutent pas, ils ne renvoient pas ce budget au gouvernement pour qu'il puisse se revoir afin d'attribuer un budget nécessaire et suffisant pour que cette loi soit appliquée. Non, ils se contentent de voir est-ce que nos émoluments ont été touchés, est-ce qu'il y a ceci, c'est pas sérieux. On en était justement à ce profil. Dans Matt, vous regardez le chrono qui tourne vite, c'est la dernière ligne droite, justement la dernière question probablement. Venons-en maintenant à cette polémique. Il y en a qui pensent que c'était contre-indiqué, c'était pas indiqué que le président de la République, ce soit lui qui va peut-être choisir, qui va avoir le dossier de chacun, qui va agir en tant qu'autorité morale. Que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est quand même contre-indiqué? C'est quand même contre-indiqué. Ceux qui le disent, c'est parce que les choses semblent se passer comme ça en plein jour. Tout le monde s'en remet à l'autorité morale parce que nous sommes dans un pays qui s'est dit ou qui se réclame être démocratique. D'ailleurs, dans le nom du pays, nous portons démocratie démocratique avant Congo. Et donc, dans ces contextes, beaucoup estiment que le président, tout en veillant que ce soit quelqu'un de la majorité, mais le président aurait, surtout au nom du principe de la séparation de pouvoir, le président aurait laissé les députés eux-mêmes se choisir quelqu'un et tout simplement veiller avec ses partisans au niveau de l'Assemblée nationale vers ce que la personne qui sera élue soit de la majorité présidentielle, mais aller jusqu'à fouiller dans le moindre détail pour savoir qui doit passer et qui, cela tend à renforcer le pouvoir du président qui peut aller au-delà de ce que lui voudrait, de ce que la démocratie voudrait qu'il soit, parce que c'est lui qui vous désigne finalement, c'est lui qui vous impose. Il a peut-être beaucoup plus de pouvoir que ceux qui vont vous élire. Et donc, c'est dans ce sens-là que beaucoup estiment que on n'aurait dû pas procéder de cette façon-là. On n'aurait dû pas procéder de cette façon-là. Mais je crois que du côté de la majorité présidentielle, ils ont également leurs raisons. Tout simplement, ils se disent, bon, voilà, nous sommes une famille. Aujourd'hui, nous sommes régis par une charte qui est la charte de l'Union sacrée pour la nation. La charte veut que nous exerçons la démocratie dans une certaine mesure au niveau de la base, c'est-à-dire ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire que celui qui veut d'abord postuler vient avec sa candidature. On regarde de près cette candidature-là, on l'analyse, et puis après, on soumet cela au chef de l'État. Voilà l'autre logique qui est de l'autre côté. Et donc, on comprend la peur, le ressenti des uns et des autres, mais chacun a les raisons qu'il avance. Voilà, il nous reste 2 minutes et je souhaite que Dieudonné Boinali et Alexis Tabena, en tout cas, nous facilitent la tâche en répondant chacun pendant 1 minute maximum, en tout cas. Cette polémique, le président qui décide qui sera candidat, est-ce que c'est, vous comprenez ceux qui disent que c'est quand même un peu une petite faute, ou bien une erreur, ou bien ce n'est pas bien, ce n'est pas une belle image de la démocratie qu'on peut envoyer, démocratie qui suggère qu'il y a séparation de pouvoir? Bon,
je pense que ceux qui disent cela ignorent les lois de la République et particulièrement les lois qui régissent les jeux politiques, les jeux démocratiques en République démocratique du Congo. Patrick Kilunga, je m'explique. Le président de la République lui-même, chef de l'État, Félix Tshisekedi, la loi lui reconnaît le droit d'être électeur et éligible. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, en tant que Congolais, il a aussi le droit de se prononcer sur l'actualité brillante de l'heure, sur les questions politiques. Je ne choisis pas. Il n'est pas député. Et puis, qui va refuser à Félix Tshisekedi les droits ou les faits qu'il est membre de l'Union sacrée de la nation? Peut-être jouer les arbitres pour l'harmonie entre institutions, c'est ça? Reconnaît à un chef les pouvoirs discrétionnaires. En toute discrétion, il a ce droit-là de se choisir ses collaborateurs qui on peut mettre à la tête de l'Assemblée nationale et qui on peut mettre à la tête du Sénat au-delà de la méritocratie et du poids politique. Il reste 30 secondes. Alexis Tabena, est-ce que cet épisode qu'on est en train de voir, ça marque un début de fissure entre Tshisekedi et Kamere? Pas du tout, il n'y aura pas de fissure comme telle parce que ce sont les hommes politiques et vous savez en politique, il n'y a pas des amis, il n'y a que des intérêts. Si on continue à protéger, à sauvegarder les intérêts de Vital Kamerhe, il sera là. Mais si ces intérêts sont lésés, il peut partir. C'est donc par ici qu'on va mettre un terme à ce jour presse de ce jour qui a été particulièrement animé. On remercie tous les confrères qui ont consacré de leur temps pour justement nourrir cette émission, nourrir la réflexion. On espère avoir donné de lumière, en tout cas, sur certaines questions qui vous touchent, chers téléspectateurs. On remercie l'équipe technique et on va donc se quitter avec l'espoir de se retrouver la semaine prochaine avec une autre thématique et ce sera toujours avec le même plaisir.